Le parti d'inspiration islamiste Ennahda en Tunisie a présenté ce mercredi un candidat à la présidentielle anticipée de septembre. Il s'agit d'Abdel Fattah Mourou, président par intérim du Parlement. Le président ivoirien Alassane Ouattara a maintenu le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'était lors d'une interview à la télévision d'État ce mardi. L'Agence des Nations Unies pour l'alimentation a lancé ce mardi un appel à des dons pour un montant de 331 millions de dollars. Objectif, venir en aide aux millions de personnes menacées de famine au Zimbabwe. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le parti d'inspiration islamiste Ennahda en Tunisie, principale force au Parlement, a présenté ce mercredi un candidat, Abdel Fattah Mourou, à la présidentielle anticipée de septembre. C'est une première dans l'histoire de cette formation. Les détails. Abdel Fattah Mourou, 111 ans, est chef du Parlement par intérim depuis que son prédécesseur Mohamed Nasser est devenu président par intérim après le décès le 25 juillet du président Béji Caïd Essebsi à l'âge de 92 ans. En 2011, 9 mois après la révolution qui a chassé du pouvoir le président Zine El Abidine Ben Ali et mis le pays sur la voie de la démocratie, Ennahda avait remporté les législatives, le premier scrutin post-révolution. Mais c'est la première fois de son histoire que le mouvement présente un candidat à la présidentielle. C'est normal qu'un parti aussi grand que le mouvement Ennahda ait un candidat aux élections présidentielles, donc on ne peut pas être neutre. On était neutre en 2014 et c'était dans l'intérêt du pays pour l'entente et la transition démocratique. En 2019, Ennahda ne peut plus opter pour la neutralité, donc on doit avoir un candidat à la présidentielle et c'est le cas. Rached Ghannouchi, même s'il est le candidat prévisible, cette fois-ci, il a déclaré dans son discours hier qu'il sacrifiait son droit de participer aux élections présidentielles et selon la loi fondamentale, il est appelé à présenter un candidat. Il y a eu un accord sur la candidature de Abdel Fattah Mourou à la présidentielle avec une majorité proche de l'unanimité, à savoir 98 votes pour, 0 vote contre et 5 abstentionnistes. Le parti a été fondé en 1981. Avant le décès du chef de l'État et le bouleversement du calendrier électoral, Ennahda était réticent à l'idée de présenter son propre candidat à la présidentielle et misait sur un succès aux législatives prévues initialement avant la présidentielle pour laquelle il voulait jouer les faiseurs de roi. Mais le premier tour de la présidentielle a été avancé au 15 septembre et les législatives sont prévues le 6 novembre. Pour rappel, les candidats à la présidentielle ont commencé à déposer le 2 août leur candidature. Mardi, 27 prétendants avaient déjà soumis leur dossier au siège de l'instance indépendante chargée des élections. Le président ivoirien Alassane Ouattara a maintenu le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'était lors d'une interview à la télévision d'État ce mardi, à la veille de la fête de l'indépendance. Je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire, a déclaré Alassane Ouattara qui achève son deuxième mandat après avoir été élu en 2010, puis réélu en 2015. La Constitution me permet de faire 2 autres mandats, a-t-il estimé. La loi fondamentale adoptée en 2016 autorise 2 mandats présidentiels, mais cette disposition est sujette à interprétation. J'aurai 78 ans l'année prochaine, mes médecins me disent que je suis en parfaite santé, a ajouté Alassane Ouattara, notant que son principal rival politique, l'ex-président Henri Konan Bédié, a 10 ans de plus que lui. Le scrutin présidentiel cristallise déjà le débat politique à 14 mois de l'échéance. En 2010, la contestation des résultats de l'élection avait débouché sur une crise majeure qui avait fait 3000 morts. L'an dernier, Bédié, qui dirige le PDCI-RDA, avait rompu l'alliance de gouvernement qui
qu'il unissait au parti présidentiel, le RHDP. Les deux camps sont désormais à couteau tiré. Quant au troisième grand parti, le FPI, il espère le retour de son chef et ancien président Laurent Gbagbo, qui réside à Bruxelles dans l'attente d'un éventuel appel de son procès devant la Cour pénale internationale après son acquittement en première instance. Interrogé sur la réforme adoptée le 30 juillet dernier par le Parlement de la Commission électorale dont l'indépendance est contestée par l'opposition et des organisations de la société civile, le président Alassane Ouattara a jugé que le dossier est bouclé et annoncé qu'il allait promulguer la loi. Des députés d'opposition ont déposé un premier recours contre cette loi devant le Conseil constitutionnel qui l'a rejeté. Au Mozambique, la Renamo, ancienne rébellion devenue le principal parti d'opposition, a signé ce mardi un traité de paix définitif avec le gouvernement. La signature de ce document, qui s'est déroulé sur la place de la paix à Maputo, intervient 27 ans après la fin de la première guerre civile dans ce pays. Le président Philippe Nyusi et le chef de la Renamo, Oussoufou Momade, ont signé le document sur la place de la paix à Maputo, en présence de responsables venus de tout le continent, dont les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa et rwandais Paul Kagame, et sous les applaudissements de milliers de spectateurs. Il s'agit de la troisième tentative pour conclure une paix définitive entre les deux rivaux, la Renamo n'ayant jamais totalement désarmé et ayant maintenu une partie de ses combattants dans les montagnes du centre du Mozambique. Le parti accusait le gouvernement de ne pas respecter ses engagements. L'accord que nous venons juste de signer est un accord de frères qui sont parvenus à la décision qu'il n'y a plus de raison de continuer à s'entretuer. Ce n'est pas un accord entre ennemis. C'est un accord qui prouve que nous ne voulons plus de la guerre. Plus jamais de guerre entre nous. La fin du feu doit signifier le début d'une nouvelle ère caractérisée par l'acceptation d'une pensée différente et une cohabitation politique pacifique. L'accord signé ce mardi, baptisé Accord de paix et de réconciliation de Maputo, met un terme à un long processus de négociation initié par le leader historique de la Renamo, Alfonso Dhlakama, décédé en mai 2018, et intervient à quelques mois d'élections générales prévues le 15 octobre prochain. La signature de l'accord ouvre la voie à des élections pacifiques, a souligné Cyril Ramaphosa. What we can assure you, President Nyusi and Mr. Momade, ce que nous pouvons vous assurer est que nous, l'Afrique du Sud, nous embarquerons sur ce chemin avec vous. Vous ne marcherez jamais seul. Nous serons toujours avec vous. Pour le Portugal, l'ancienne puissance coloniale du Mozambique, cet accord représente un progrès fondamental dans la construction de la paix. En République démocratique du Congo, 2 ONG ont établi une véritable liste noire de 13 projets et d'une quinzaine de personnalités associées qu'elles ne veulent plus voir aux affaires. Cela intervient alors que le Premier ministre continue de consulter en vue de former son gouvernement. La Ligue congolaise de lutte contre la corruption et les réseaux des parlementaires africains contre la corruption ont établi une véritable liste noire de 13 projets et d'une quinzaine de personnalités associées que ces 2 ONG ne veulent plus voir aux affaires. Il s'agit des anciens premiers ministres, ministres, gestionnaires d'entreprises publiques et même des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Parmi la quinzaine de personnalités épinglées, toutes ne sont pas de la coalition pro-Kabila. Pour la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, c'est une question de principe. Si le président Félix Tshisekedi veut impulser un réel changement, il faut éviter de nommer ceux qui sont soupçonnés d'avoir mal géré l'argent public. Sur les 13 dossiers cités, parmi lesquels le soutien à la campagne agricole 2012-2014, l'achat de locomotives pour la Société nationale de chemin de fer, de machines à voter par la CENI, le projet de fibre optique ou la construction de stades municipaux, il n'y a jamais eu de poursuite judiciaire.
Ces projets de plusieurs dizaines ou même centaines de millions de dollars n'ont jamais porté leurs fruits. Mais pour Maître Hubert Chiwaka Masoka, en charge de la lutte contre l'impunité, le chef de l'État peut légalement écarter toute personnalité sur laquelle pèseraient de simples doutes. En Ouganda, le député Bobi Wine a été accusé d'ennuyer et de ridiculiser le président Yoweri Museveni. Il a également été accusé d'incitation à la violence. Plus de précisions à travers cet élément. Le chanteur et opposant ougandais Bobi Wine a été accusé d'ennuyer et de ridiculiser le président Yoweri Museveni. Candidat à la présidence, Bobi Wine, dont le vrai nom est Robert Kyagulanyi, a également été accusé d'incitation à la violence. Mais le chanteur a nié les accusations. Les faits remontent à l'année dernière. Au moment d'un rassemblement, le convoi du président Yoweri Museveni a subi des jets de pierre de la part des partisans de l'opposition. Bobi Wine fait déjà face à une accusation de trahison pour cet incident et est actuellement en liberté sous caution. S'il est reconnu coupable, il pourrait, avec 35 autres personnes accusées, être passible d'une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Député depuis 2 ans, Bobi Wine se présente comme un champion des pauvres et dit défendre la justice sociale et la démocratie. Selon lui, les accusations du président ougandais sont toutes motivées politiquement pour miner ses ambitions présidentielles. Il a l'intention de se présenter contre Museveni aux élections de 2021. Le président Yoweri Museveni est au pouvoir depuis 1984 et cherche à obtenir un 6e mandat. Je l'annonçais en titre, l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation a lancé ce mardi un appel à des dons pour un montant de 331 millions de dollars. Objectif, venir en aide aux millions de personnes menacées de famine au Zimbabwe. Environ 5 millions de personnes, soit un tiers des 16 millions de Zimbabwéens, ont besoin d'une aide alimentaire et au moins la moitié d'entre eux sont au bord de la famine, selon le Programme alimentaire mondial, PAM. Quelques 2,5 millions de Zimbabwéens s'acheminent vers la famine, a déclaré le directeur exécutif du PAM lors du lancement de cet appel. Et si rien n'est fait, au début de l'année prochaine, 5,5 millions de Zimbabwéens seront dans une situation similaire, a-t-il averti. Ancien grenier à céréales de l'Afrique australe, le Zimbabwe est empêtré depuis près de 2 décennies dans une grave crise économique et financière qui s'est traduite notamment par des pénuries régulières de denrées de première nécessité comme la farine, le pain ou encore l'huile. La dernière campagne agricole a été particulièrement mauvaise en raison de la sécheresse. Les dons devraient aussi permettre de répondre aux besoins humanitaires des victimes du cyclone Idai qui a frappé une partie de l'est du Zimbabwe plus tôt cette année. Le cyclone qui avait aussi balayé le Malawi et le Mozambique avait touché 570 000 Zimbabwéens et fait 50 000 déplacés dans le pays. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe après son éviction à l'issue d'un coup de force en novembre 2017, a promis de revivifier l'économie du pays. Mais depuis son arrivée au pouvoir, la situation économique a encore empiré. L'inflation annuelle s'est établie à 176% en juin, du jamais vu en une décennie. La population est aussi confrontée à la dépréciation de la pseudo-monnaie locale et à des coupures d'électricité. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable fin de soirée à chacun et à tous. À très bientôt.